Merci Monsieur le Président pour ces mots. Je pense que de toute façon, c'est sûr que le travail sur la PAC est loin d'être terminé et on va continuer avec la région Bretagne, avec Région de France et avec l'ensemble des parties prenantes à travailler ce sujet. Moi, je voulais remercier Dominique et Gilles de nous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis quand même super content d'être là parce que quand on a proposé cette action du salon à la ferme, quand le salon de l'agriculture a été annulé, on ne savait pas comment ça allait fonctionner, comment ça allait marcher. Et sur toutes les fermes où on va, il y a du monde, il y a des paysans qui sont contents de se retrouver, qui sont contents d'évoquer les sujets. Il y a des élus qui viennent à notre rencontre avec qui on peut évoquer les sujets. La presse est là également. Et par contre, on s'extrait quelque part de ce qui se passe au salon. Alors c'est très bien, vous parliez de l'excellence agricole qu'il y a au salon, l'excellence alimentaire, c'est une chose, mais là on est sur le concret du terrain, ce que vivent les paysannes et les paysans au jour le jour. Et on part de ça pour discuter des politiques, là en l'occurrence aujourd'hui de la PAC, qu'il va falloir faire évoluer et mettre en œuvre pour avancer. Donc réellement, nous on est vraiment heureux d'être arrivé à faire ça sur les différentes fermes. On a fait plus de 200 fermes ouvertes, une bonne vingtaine de fermes ouvertes politiques sur lesquelles on a évoqué les différents sujets de la PAC au foncier, aux états généraux de l'alimentation, aux accords de libre-échange et j'en passe, qui nous ont permis vraiment d'avoir un contact avec nos voisins, avec les consommateurs et avec les élus du territoire et les élus du gouvernement, même si il y a eu très peu de réponses. On a le ministre demain, ouf, j'allais dire, heureusement, ça aurait été quand même un signe assez catastrophique qu'aucun membre du gouvernement ne se déplace sur cette action-là. Donc voilà, donc moi, heureux d'être là, avec Dominique, on travaille déjà beaucoup au niveau de la conf nationale. Moi, je suis content de voir sa ferme, de voir comment il travaille. Et j'allais dire, je suis content aussi de voir des paysans heureux, bien dans leurs bottes, bien dans leur travail. C'est aussi ce qu'on revendique à la Confédération paysanne. C'est pas forcément toujours simple d'être heureux dans son travail, mais on essaye d'y travailler, on essaye d'avancer dans ce sens-là, de prendre aussi bien des revendications politiques que des actes sur nos fermes qui nous permettent d'être en adéquation avec ce pourquoi on milite et d'être bien dans nos bottes, bien dans nos baskets sur nos fermes, dans notre travail, de fournir une alimentation de qualité sur des territoires dynamiques et réellement d'y participer. Donc là, tout ce qui a été exposé sur l'autonomie, sur l'indépendance, sur j'allais dire le bien-être au travail, ça nous parle forcément et je suis heureux qu'il y ait du monde et des élus pour l'entendre, pour ne pas être toujours dans un discours uniforme sur l'agriculture et que ça peut être la misère, ça peut être aussi, avec les choix qu'on peut faire, ça peut être quelque chose de gratifiant, d'intéressant, et c'est ce qu'on revendique aussi à la Confédération paysanne. Sur la PAC, donc forcément, gros sujet actuellement. On a toujours revendiqué à la Confédération paysanne que les politiques publiques sont importantes, sont majeures pour orienter l'agriculture et les territoires qu'on veut demain. La PAC, on ne doit pas la voir comme un tiroir-caisse. On doit la voir comme un levier, comme une orientation qui va donner une direction pour le monde agricole. Aujourd'hui, c'est fâcheux parce que les filières agricoles étant très largement en difficulté, il est très vu, beaucoup trop vu, la PAC est beaucoup trop vue comme ce tiroir-caisse, justement. Arriver à pallier à une absence de revenus chronique par l'accumulation de primes de la PAC. C'est pas comme ça qu'elle a été pensée au départ et c'est pas comme ça qu'elle doit être pensée lors de cette réforme-là. Il faut bien repartir des fondements de la PAC, d'une politique d'orientation à la fois agricole et à la fois alimentaire pour arriver à faire les transitions. Vous avez parlé d'une PAC régionalisée. Moi, j'ai envie de parler d'une PAC sociale. C'est-à-dire que la PAC, si on veut réussir les transitions agroécologiques, il faut qu'elle soit sociale. Il faut qu'elle oriente vers les hommes et les femmes qui travaillent sur les fermes et dans les filières agricoles. Et c'est là où on a beaucoup oublié ça, on a beaucoup perdu de vue ça pendant des années. On veut faire quelque part la transition écologique, mais on ne s'attaque pas fondamentalement à l'absence de revenus et à une orientation agricole qui permettrait de retrouver du revenu. Alors que les deux sont intimement liés. On ne peut pas faire la transition écologique sans revenus. On ne pourra pas fournir une alimentation de qualité sans revenus. Donc ça veut dire qu'il va falloir une PAC qui prenne des orientations et des décisions pour casser ce cycle-là.
Ça voudra dire revoir les fondements de la PAC, revoir sur quoi on a travaillé depuis les années 70-80 et encore un coup de collier encore plus important depuis 92, avec des prix agricoles qu'on assume énormément à la baisse, qui sont palliés par des primes, mais qui se déconnectent totalement de la réalité de nos travail, qui se déconnectent totalement de la réalité du coût de la production agricole. Donc pour nous, c'est revenir au fondement historique, j'allais dire, de la politique agricole commune, une politique agricole et alimentaire qui arrive à fournir une alimentation de qualité et à rémunérer les acteurs qui y travaillent. Donc c'est quelque part passer du plus qu'on a mis dans les têtes des paysans et des filières agroalimentaires depuis des années au mieux. C'est-à-dire arrêter d'être dans la course au volume et la course au prix bas, mais être dans la course au mieux. Ça va être mieux produire pour mieux nourrir. Ça va être produire plus durablement pour produire plus longtemps, pour arriver à avoir une activité agricole qui soit soutenable dans les enjeux écologiques et climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Et ça veut dire également forcément employer plus pour arriver à effectuer ces transitions-là. Et ça, c'est le socle de l'agriculture paysanne, du projet politique de la Confédération paysanne. Produire, employer, préserver. Avec ces trois socles-là, on peut arriver à avoir une agriculture paysanne, une politique agricole commune qui s'oriente autrement et qui nous donne, à nous, des leviers pour changer. Donc je disais, la base, c'est le revenu paysan. Pour nous, pour arriver à effectuer les transitions et à arriver à se sentir bien sur nos fermes et avancer vers une agroécologie paysanne qui arrive à terme à rémunérer l'ensemble des producteurs, arrive à effectuer des transitions, qu'elles soient sociales, écologiques ou alimentaires. Donc sur la PAC, je vais dire, ça c'est pas un mécanisme de prime, c'est la régulation et la maîtrise des marchés, comme premier outil pour aller vers une rémunération meilleure des productrices et des producteurs. Moi, je suis producteur de lait à comté, donc j'ai facilité à en parler de la régulation des marchés. On est peut-être sûrement la dernière production laitière en France à être régulée en termes de volume. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui on a les prix du lait qui sont les plus importants en France. C'est pas le seul mécanisme qui permet ça, mais c'est un des piliers qui permet ça. Et ça a été d'ailleurs reconnu dans les travaux du ministère pour élaborer le plan stratégique national, dans le diagnostic national qui a été partagé par le monde agricole et par le ministère. Il a été reconnu que les filières sous signe de qualité laitière, avec des moyens de maîtrise de leur marché et de leur volume, ont réussi à avoir une meilleure rémunération et une meilleure maîtrise de l'emploi paysan et de la qualité sur ces territoires-là. Après, il va falloir en tirer des conclusions de ça. C'est bien beau de décrire ça, on ne peut pas écrire ça et continuer à dire, il va falloir continuer à libéraliser et à couvrir les volumes au niveau européen et mondial. Donc la première des pierres à poser, c'est maîtriser les volumes, réguler les marchés, avec notamment la question des accords de libre-échange, bien entendu. Ensuite, la question, qui nous tient à cœur à la Confédération paysanne, c'est l'architecture sociale de la PAC. Jean-Marc en a parlé, les leviers pour arriver à servir l'emploi paysan sur les fermes. Il a parlé du paiement redistributif, qui doit forcément être revalorisé. Ça a toujours été une revendication de la Confédération paysanne. On a toujours été sur cette ligne-là, et pas qu'en Bretagne, à la différence d'autres syndicats. C'est quelque chose d'uniformément admis et validé et revendiqué par la Confédération paysanne, avoir un paiement redistributif plus important pour servir les premiers hectares, servir l'emploi et encore une fois, donner une direction. Donner une direction que demain, ce sera plus intéressant pour un paysan d'installer quelqu'un sur sa ferme, de diviser sa ferme avec un nombre de travailleurs sur cette ferme plus importante que de s'agrandir et d'intensifier ses pratiques. Donc paiement redistributif. Le deuxième levier, c'est le plafonnement et la dégressivité des aides. Aujourd'hui, si on veut arriver à avoir des sources financières dans la PAC pour orienter autrement, notamment sur le second pilier, notamment sur les mesures agro-environnementales et climatiques, il faut des leviers financiers. Ce levier financier, il peut être acquis par le plafonnement des aides. À la Confédération paysanne, on revendique un plafonnement à partir de 45 000 euros d'aide premier et second pilier. C'est-à-dire qu'au-dessus de 45 000 euros d'aide, il nous semble plus juste
Et j'allais dire quelque part c'est plus légitime de revendiquer ces aides-là. Parce que la PAC a aussi un gros problème de légitimité aux yeux de, pas forcément du monde paysan, mais des citoyens et des élus. Est-ce que on va pouvoir continuer à, entre guillemets, vendre à tous nos concitoyens une PAC qui provient des impôts de tout un chacun, qui sont mis en commun au niveau européen, qui ne réussissent pas à toucher leur cible au niveau alimentaire, au niveau écologique, au niveau social, et qu'on ne plafonne pas, et qui sont justement vus comme une certaine rente pour certains. Donc ça, pour nous, il faut couper court avec ça, et le meilleur moyen de couper court, c'est le plafonnement des aides. Et le troisième levier social, c'est une aide petite ferme, ce qu'on va porter demain sur la ferme de Gwenaël auprès du ministre, qu'on a porté déjà depuis plusieurs semaines et de plusieurs mois, une aide petite ferme pour tous les oubliés de la PAC qui aujourd'hui ne touchent absolument rien. Donc certains ne sont pas plafonnés, d'autres ne touchent absolument rien, alors que la vitalité de ces territoires-là est permise aussi par ces fermes-là, qui sont performantes socialement, qui sont performantes environnementalement, et qui bien souvent répondent à tout ce qui a été mis en avant pendant la crise sanitaire, l'enjeu de relocalisation, l'enjeu du manger mieux, et l'enjeu de reconnecter la question agricole et la question alimentaire. Ensuite, c'est les leviers écologiques sur la PAC, une architecture verte, une architecture environnementale qui arrive vraiment à servir un objectif de transition agroécologique. Donc ça va passer par les mesures agro-environnementales, comme ça a été dit, comme ça a pu être fait en Bretagne et aussi ailleurs. Ça va passer par ce qui s'appelle maintenant les écoschémas, qui va remplacer le paiement vert, et il va pas falloir faire la même erreur que ce qui a été fait lors de la dernière programmation, de chercher absolument à ce que l'ensemble des paysannes et des paysans, ce qu'on entend quand on est dans la profession agricole, comme on dit, que tout le monde retrouve son portefeuille PAC à travers ces écoschémas. C'est-à-dire qu'il faudrait finalement ne rien changer, avoir quelque chose de suffisamment mou et de suffisamment peu ambitieux pour que tout le monde retrouve son portefeuille sans rien changer. Si on ne revoit pas les équilibres, on ne changera rien, ni au niveau social, ni au niveau écologique. Ça, il faut bien que tout le monde se mette dans la tête. Ça peut être difficile à entendre, mais si on retravaille une PAC avec une régulation, avec des enjeux sociaux, on va pouvoir aussi servir les paysannes et les paysans avec d'autres leviers. Et de se dire que tout le monde devra récupérer sur les écoschémas, moi, c'est pas acceptable. On ne peut pas se retrouver comme actuellement avec le paiement vert, que 98% des exploitations françaises touchent le paiement vert. Si on est comme ça à la fin de cette programmation-là, ce sera complètement loupé. Nous, ce qu'on imagine, c'est un paiement vert, un écoschéma qui soit ambitieux, contraignant et restrictif. C'est-à-dire que tout le monde ne le touchera pas au début de la programmation. Ça va peut-être dur à avaler pour certains, mais tout le monde ne le touchera pas. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là vont être abandonnés. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, on va les laisser et qu'on va les bannir et qu'on va leur dire « vous êtes des mauvais agriculteurs ou des mauvais paysans et on ne vous accompagne pas ». Non, l'objectif c'est qu'à la fin de la programmation, ils retombent sur leurs pattes au niveau de ces écoschémas et qu'ils réussissent à les toucher. Et comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? C'est avec le second pilier, c'est avec les mesures agro-environnementales, pour les faire bouger, pour les emmener de « aujourd'hui je ne touche pas mon écoschéma parce que mes pratiques sont de cette manière » à la fin de la programmation, je les toucherai parce que j'ai fait évoluer mes pratiques. C'est le seul moyen, pour nous c'est le seul moyen, c'est-à-dire arriver à manier intelligemment la carotte des mesures agro-environnementales et quelque part le bâton des écoschémas pour faire avancer tout le monde. Et ensuite, forcément, la PAC, elle doit être alimentaire pour arriver à répondre aux enjeux citoyens d'une alimentation de qualité accessible à tous. C'est bien ça l'enjeu, alimentation de qualité accessible à tous. Donc nous, on porte par exemple une aide couplée fruits et légumes pour arriver à soutenir une production qui est en grande difficulté aujourd'hui, qui est attaquée par la concurrence intra-européenne, par cette logique de la course au volume, au toujours plus et à moins cher. Et forcément, ça va recouper avec l'enjeu de régulation des volumes, du produire moins, mais mieux. C'est-à-dire que si on est capable de produire moins, mais mieux, on pourra être aussi capable de mieux diversifier et de mieux servir l'enjeu alimentaire sur nos territoires. Et d'arrêter d'être dans une logique... J'avais entendu Christiane Lambert, ça me fait chier de la citer ici, mais j'avais entendu Christiane Lambert sur RTL il y a quelques mois nous parler de souveraineté alimentaire.
souveraineté alimentaire solidaire. Alors, ça a dû leur trotter dans la tête un moment à la FNSEA pour sortir ces termes-là, puis les mettre ensemble. Mais quand on entend ce qu'il y a derrière, ça fait froid dans le dos quand même. La souveraineté alimentaire solidaire, c'est on va continuer à produire beaucoup pour envoyer nos surplus, elle parlait de poudre de lait en l'occurrence, sur le continent africain, parce que eux sont pas capables de produire cette alimentation-là. La souveraineté alimentaire, c'est pas ça. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à mettre en place des politiques agricoles et alimentaires pour répondre à leurs besoins. C'est pas qu'on va aller leur exporter nos surplus. Donc c'est là où la régulation va être aussi importante dans l'enjeu alimentaire, c'est-à-dire arrêter cette course au volume, cette course au surplus, cette course à aller détricoter les agricultures d'ailleurs pour nous arriver à continuer à être dans cette logique folle de croissance et de volume qui serait la seule vision pour arriver à se rémunérer. Nous, on parle forcément beaucoup plus, je ne vais pas faire le détail ici, mais de repartir sur cette alimentation de la demande, d'arrêter avec une politique de l'offre comme on l'a là, on produit trop, on produit plus, on produit trop, on subventionne pour produire trop, on subventionne également la grande distribution, la transformation pour donner leur surplus alimentaire aux plus précarisés d'entre nous, qui ont une alimentation subie et de piètre qualité. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à couper avec ça, donc de limiter les volumes et de repartir d'une politique de la demande alimentaire. De la demande alimentaire, pas seulement des plus aisés, mais de l'ensemble de la population. De vraiment faire société autour de cet enjeu de démocratie alimentaire et de souveraineté alimentaire. Ça, c'est un gros chantier qui ne doit pas forcément se faire seulement dans la politique agricole commune, mais la politique agricole commune doit donner aussi cette direction-là. Donc pour nous, forcément, c'est hyper urgent, nécessaire et indispensable que la PAC se réoriente, qu'elle retravaille une autre vision de l'agriculture. C'est d'autant plus urgent qu'on a loupé, selon nous, les états généraux de l'alimentation. Je regarde Olivier qui a beaucoup travaillé dans les états généraux de l'alimentation, mais on peut que faire le constat aujourd'hui qu'on les a manqués. En tout cas, on a manqué la transcription législative. C'est-à-dire que les débats ont été intéressants, on a mis tout le monde autour de la table, c'était intéressant, on s'est mis à se reparler, c'était intéressant, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que les filières agricoles, elles sont toujours autant en crise de rémunération, et qu'on ne peut pas avancer sur cette transition écologique et alimentaire de l'agriculture. Donc on a loupé les états généraux de l'alimentation parce qu'aucune volonté politique de contraindre le monde économique. C'était la fameuse responsabilisation des acteurs. Enfin, les grands acteurs économiques n'étaient pas responsables avant les états généraux de l'alimentation, ils ne le sont pas plus aujourd'hui quand on voit comment se sont passées les négociations commerciales cette année. Donc nous, ce qu'on attend, c'est que les politiques, le législateur reprennent la main, imposent des sanctions, des contraintes à ceux qui nous bouffent la laine sur le dos, à ceux qui viennent prendre la valeur ajoutée paysanne. Parce qu'à un moment donné, si on veut être nombreuses et nombreux demain sur nos fermes, si on veut réussir les transitions, il faut qu'on ait ce revenu indispensable à la survie de nos exploitations, à leur développement et à ce fait de stopper cette course au volume et à l'agrandissement. Le deuxième fait qui fait que c'est absolument urgent et indispensable de ne pas louper cette politique agricole commune, c'est le fait de continuer à signer des accords de libre-échange. Le CETA, les accords avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, les accords avec le Vietnam, les accords avec le Japon, les accords avec le Mercosur, qui sont encore en discussion, bien que l'Élysée nous dit qu'on ne le signera pas. Certains nous disent qu'on ne le signera pas en l'état. Donc on voit bien ce que ça veut dire derrière. Donc à chaque fois, les accords de libre-échange, c'est le même mécanisme. C'est le groupe de pays qui sera le mieux capable de s'asseoir sur ses droits sociaux, ses droits environnementaux, le droit de ses populations. Et c'est celui-là qui sera le plus compétitif pour arriver à obtenir des marchés à l'export. C'est pas de ça qu'on veut. Ça veut pas dire qu'on veut pas d'échange. Ça veut pas dire qu'on est sur une volonté autarcique. Mais ça veut dire qu'il va falloir échanger, premièrement, les produits à forte valeur ajoutée. Il va falloir arrêter d'échanger tout ce qu'on peut produire localement dans nos États, dans nos territoires. Et d'arrêter de se faire la guerre sur ces produits-là à grands coups de subvention et à grands coups de disparition des paysannes et des paysans. Et ça empêche également toute relocalisation. On ne peut pas arriver à penser la relocalisation agricole et alimentaire avec le contexte de ces accords de libre-échange qui nous mettent en concurrence avec les paysannes et les paysans du monde et avec l'objectif de produire plus à moins cher.
et ça empêche forcément toute transition sociale et écologique de l'agriculture. Donc on doit tirer les enseignements de tous ces choix-là qui ont été faits, qui ont été manqués, qui ont été loupés. On doit tirer aussi tous les enseignements de la crise sanitaire qu'on est encore en train de vivre sur la dépendance, quelque part, d'un monde agricole et d'un monde de l'agroalimentaire qui s'est ultra spécialisé, qui s'est mondialisé et qui est rentré à fond dans cette logique-là. Parce que si on n'oriente pas cette PAC-là ce coup-ci autrement, je suis d'accord qu'il y en aura d'autres après, mais on va perdre encore énormément de paysannes et de paysans sur nos territoires. On va perdre encore énormément de temps sur la résolution de l'urgence écologique et climatique qui nous éclate à la figure de plus en plus violemment année après année. Et ça, il y a plein de paysans qui s'en relèveront pas. Et après, on pourra toujours dire, eh ben, on fera autrement. Sauf que on aura encore d'autant plus de mal à refaire autrement si les capacités des paysannes et des paysans ne sont plus là sur le terrain. C'est pas seulement les bras des paysannes et des paysans qui sont importants, c'est leur cerveau. C'est leur façon de penser la transition sociale et écologique. Et je finirai là-dessus parce que moi je trouve que c'est important pour nous de se connecter dans les fermes et d'entendre Dominique et Gilles et d'entendre toutes les paysannes et les paysans sur les fermes sur lesquelles on va, parce qu'on voit qu'ils pensent et ils mettent en place l'agriculture paysanne sur leurs fermes. Ils sont pas seulement une force de travail, ils sont pas seulement des bras et des jambes qui vont aller nuit et jour travailler pour produire une alimentation. Ils sont des acteurs du territoire, qui pensent le territoire, qui pensent l'alimentation, qui le font vivre. Paysans, métier d'utilité publique, c'était le titre d'un rapport d'orientation de la Confédération paysanne il y a quelques années qu'on a ressorti pendant cette crise sanitaire. C'est exactement ça. Paysans, métier d'utilité publique, parce que paysan, c'est pas seulement celui qui produit, c'est pas le producteur, c'est pas seulement l'agriculteur, c'est celui qui vit au pays, qui fait vivre le pays et qui fait vivre tous ceux qui y a autour de lui.